Nous entamons la série de TD numéro 1 toujours, l'exercice 3, l'exercice 4 et l'exercice 5. Je commence par lire l'exercice 3. Donc, principe de Fermat toujours. Un vacancier veut aller d'un point A sur la plage à une bouée B qui se trouve en mer. Sa vitesse de marche sur le sable est V1, tandis que sa vitesse de nage est V2 avec V2 inférieur à V1. Première question, quel parcours doit-il choisir pour effectuer ce trajet en un minimum de temps? Et deux, montrer que les lois de Snell-Descartes rendent compte. Alors, vous connaissez le principe de Fermat. Alors, le principe de Fermat est simple. La dérivée du chemin optique est égale à 0, ou bien la dérivée du temps est égale aussi à 0. C'est ce qu'on appelle le principe de Fermat, c'est-à-dire le chemin optique, il doit être constant et la lumière va parcourir le chemin le plus court. D'accord? Quand on considère des milieux homogènes transparents, quand la lumière voyage d'un milieu à un autre, entre un point A et un point B, et entre un point B et un point C, et entre un point C et un point D, peut-être plusieurs points, il faut que cette lumière emprunte le chemin le plus court en un minimum de temps. Donc le minimum est exprimé en mathématiques par une dérivée est égale à 0. Vous connaissez bien sûr les dérivées. Très bien. Donc on va essayer d'exploiter ce principe pour revenir et démontrer la loi de Descartes qui est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc la semaine passée, je rappelle, dans les travaux dirigés, nous avons, grâce à ce principe, montré que pour la première loi de Descartes, nous avons l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et là, on va carrément montrer la deuxième loi qui est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Mais avant d'aller vers la partie optique, il nous donne un petit exercice sur un autre aspect. D'accord? Donc il considère tout simplement sur une plage, nous avons un vacancier situé en un point haut dans le sable, c'est-à-dire sur une plage, il est debout sur le sable. Et donc il va marcher sur le sable avant d'arriver vraiment à la limite avec l'eau. Et nous avons donc dans cette partie le sable et nous avons ici la mer. Et il va voir une bouée qui se trouve dans la mer. On a notre point. Donc la bouée se trouve ici. Donc c'est le point B. Et on va dire, pour rester conforme à l'exercice, on va prendre le point A. Maintenant, ils nous disent que ce vacancier va marcher jusqu'à l'eau et après il va continuer et il va nager. Donc dans cette partie, il aura une vitesse V1 et dans l'autre partie, il aura une vitesse V2. On sait que V2 va être une vitesse inférieure à V1. Maintenant, est-ce qu'il va aller en ligne droite? Je ne pense pas, parce que quand vous marchez sur le sol, vous marchez convenablement, mais quand vous allez dans la mer, vous allez nager et vous avez peut-être des courants, vous avez du vent, vous ne nagez pas comme si vous marchiez. Donc on va prendre un point de contact quelconque. D'accord? Donc on va par exemple se dire, il va marcher jusqu'à ce point qui s'appelle I. Ensuite, il va aller pour chercher sa bouée au point B. Franchement, la position du point I, ça va être une position qui va dépendre de plusieurs choses. Le principe de Fermat me dit que la dérivée de t égale à 0, c'est-à-dire lui, ce vacancier va chercher à optimiser le temps. Il va faire le minimum de temps. Donc peut-être qu'il va marcher jusqu'à un point qui se trouve ici, ou là, etc. On va voir la dépendance de la variable après, mais je suis sûr qu'il va le faire en un minimum de temps, c'est-à-dire la dérivée de t est égale à 0. Très bien. Donc je vais devoir rajouter
toujours ce qu'on appelle une normale. Je vais devoir définir aussi un angle θ1 et ici un angle θ2. Ils me disent que entre ce vacancier et la surface de l'eau, j'ai la distance petit d et je vais prendre la position de I par rapport à l'axe des abscisses comme étant X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma position I a pour coordonnée X, virgule, D. Donc j'ai X sur l'axe des X et j'ai D sur l'axe des Y. Est-ce que vous suivez ça? D'accord? Bien. Maintenant, le schéma, il est très clair et on va essayer de transformer le principe de Fermat. Alors, en supposant tout simplement que ce vacancier marche de manière normale, c'est-à-dire à vitesse constante. Donc, j'ai cette vitesse qui est là, qui est constante, et en supposant aussi que quand il nage, il va nager à vitesse constante. Ça, c'est très important. Donc, le chemin AI plus IB est égal à ce chemin L. Donc, L égale à A. Donc, c'est quoi AI quand quelqu'un marche à vitesse constante? C'est égal à quoi? Tout simplement à la vitesse fois le temps qu'on va mettre à I. Mais la vitesse, c'est V1. Et pour IB, ça va être V2 fois le temps IB. Et pour ce L est égal, on peut dire, à V2. D'accord? Alors, pour aller du point A au point B, j'ai dt égale à 0. Or, dt égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était AI plus T IB. Donc, or, le temps global, le temps total, égale T AI plus T IB. Et le temps AI, c'est quoi? Regardez là. Est égal à I sur V1. Vous avez en maths, vous avez en mécanique, X égale à VT plus X0. Ça, c'est la relation tout simplement d'un mouvement uniforme. Donc, si je prends X0 égale 0, X égale à VT, et donc le temps égale à X sur V. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord? Je l'ai fait pour AI et je l'ai fait pour IB. Très bien. Donc, dt égale 0 implique que c'est la dérivée de t à I plus la dérivée de t IB qui est égale à 0. Ça, c'est la traduction du principe de Fermat. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Parfait. Bien. Donc, si je prends TAI qui est égal à AI sur V, sur le schéma, c'est quoi AI? Regardez, si je continue comme ça, vous avez un angle droit, et le triangle AI, par exemple, K, c'est un triangle rectangle. Donc, je peux retrouver mon θ ici. Donc AI, c'est quoi par rapport à ce triangle? Ça va être l'hypoténuse. C'est-à-dire que AI égale la racine de d au carré plus cette distance. C'est combien? C'est x. Donc AI égale racine de d carré plus x carré. Est-ce que c'est bon? C'est Pythagore. Donc AI égale racine de d carré plus x carré sur v. D'accord?
Bien. Aussi, pour le point B, on va essayer de faire les projections sur l'axe des X. On va noter XB. Et on va faire les projections sur l'axe des Y. Et ça va être YB. Ce que je suis sûr, c'est que le point A, c'est un point fixe. Son repérage dans ce repère, c'est bien à la distance D par rapport à la surface de l'eau, et c'est bien le point A, il a 0, 0. Et le point I, il a XD. Et le point XB, il a, et le point B, qu'est-ce qu'il a? XB, YB. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Ça, c'est les projections des points. L'origine, il a 0, 0. Le point I, il a X, il a D. Et le point XB, il a XB et YB. Ça, il faut le comprendre. C'est bon? Donc, j'ai calculé TAB. Maintenant, je dois calculer TIB. TAI, TIB, c'est quoi? Donc, TIB, c'est la même chose. C'est IB sur V2. Et c'est quoi IB? IB, c'est l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Donc, IB, on va mettre G. Dans ce triangle, c'est quoi? Donc, on va retrouver aussi θ2 ici. Racine de XB au carré. Donc, IB égale à quoi? La racine de X. Oui. Plus YB au carré. Non? C'est quoi le triangle IB et G? Ça est égal à GB au carré plus IG au carré. Et c'est quoi ce segment qui est là? C'est XB moins X. Il fallait retrancher X. C'est XB moins X. Je ne parle pas de tout ce segment, je parle uniquement de GB. Cette partie-là, vers la partie intime. Donc c'est les coordonnées XB moins X, le tout au carré. Plus ça au carré. Les rois, YB moins D, le tout au carré. Donc c'est quoi IB? C'est la racine de XB moins X carré plus YB moins D au carré. Est-ce que vous comprenez? Que divise V. C'est bon? Vous avez compris? D'accord. Monsieur? C'est parfait. Donc, j'ai exprimé TAI, TIB, et là, je vais regarder par quoi je vais dériver. Par rapport à quoi? Alors, je répète, le point A, c'était la position du vacancier qui est connue, c'est 0, 0. J'ai choisi ça comme origine du repère. Voilà, ok. Le point B, la bouée, elle est à la même place, elle ne va pas bouger. On va supposer qu'il n'y a pas de courant, que la bouée va rester une grande bouée retenue par quelque chose. Ça ne va pas bouger. Ça veut dire que B ne bouge pas, donc XB est constant, YB est constant. A ne bouge pas, ça veut dire c'est 0, 0, mais le point I, parce que quand j'ai commencé l'exercice, je vous ai dit que le point I peut varier. Ça veut dire quoi? Donc, je ne sais pas si c'est le bon trajet. C'est à moi de déterminer le bon trajet. C'est ça le principe de Fermat. Donc, peut-être il va être là, peut-être il va être là, peut-être c'est une ligne droite, celle-là. Vous m'avez fait peur. Donc, peut-être c'est une ligne droite. Prenez une série, s'il vous plaît. D'accord? Donc, c'est I qui varie. Et I, elle dépend de X et D. D est fixe. Donc, quelle est la variable que je vais utiliser? Je vais dériver par rapport à X. Donc, le temps, c'est TAI plus TIB. Et donc, Fermat, qu'est-ce qu'il dit? Fermat me dit que la dérivée de t sur dx égale 0, c'est-à-dire la dérivée de
de TAI plus TIB sur dx égale à z. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver cette quantité plus cette quantité par rapport à x. Vous savez, V1 est constant, V2 est constant, D est constant, X est constant, YB. Une variable qui reste, c'est quoi? C'est tout simplement X. D'accord? Donc, je dérive par rapport à X et je vais libérer cette partie-là pour dériver. Donc, Fermat, voilà ce qu'il dit. Donc, si je veux dériver par rapport à X, cette quantité d'abord, c'est racine de d carré plus x carré sur V1 plus la racine de xb moins x au carré plus yb moins d au carré sur V2. Et tout ça doit être égal à 0. Alors, ça c'est une constante. D'abord, ça, c'est la somme. Et la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Peu importe. V1 est constant et V2, ils vont sortir, ils ne vont pas être affectés par la dérivée. Il reste la dérivée. Donc c'est 1 sur V1. La dérivée de racine de d carré plus x carré sur dx. N'est-ce pas? Plus 1 sur V2, la dérivée sur 1 sur V2, J2, j'ai dit V2, j'ai écrit 2, la dérivée par rapport à x de cette quantité qui est xb moins x au carré plus yb moins d de tout au carré. C'est bon? Parfait. Donc pour continuer, si vous avez pris le schéma, je vais l'effacer. C'est bon? Vous voulez copier, ou vous pouvez prendre une photo si vous avez un téléphone. Comme ça, vous aurez le schéma, parce que le schéma est important. Sinon, je vais dégager ici, le schéma. Vous avez copié ici. Je peux effacer la partie. D'accord. Ah, ben c'est bien. De toute façon, c'est enregistré. Vous pouvez revenir doucement à tout. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je suis là. La dérivée racine de f, la dérivée, c'est f' sur 2 fois la racine de f. Quand vous dérivez jardin f, c'est f' sur 2 fois jardin de f. D'accord? Maintenant, on va l'appliquer ici. Donc, ça va être 1 sur V1. La dérivée de d carré plus x carré, c'est la dérivée de d carré plus x carré sur 2 fois la racine. Donc, c'est quoi la dérivée de d carré plus x carré? C'est 2x sur 2 fois la racine de d carré plus x carré. Est-ce qu'il y a besoin que j'explique quelque chose? C'est un polynôme de degré 2 de la forme ax à la puissance n. Donc, c'est 2 fois x fois la dérivée de x. Il y a 1. Donc, c'est 2x sur 2 fois la racine. C'est bon? Plus 1 sur V2. La dérivée de ça sur 2 fois la racine. Donc, en bas, vous aurez 2 fois la racine de cette grande fonction xb moins x au carré plus yb moins d au carré. Mais le fond, je dit la dérivée de cette quantité. C'est quoi? YB et D, c'est des constantes. Donc, la dérivée, c'est 0. La dérivée de xb moins x à la puissance 2. C'est quoi la dérivée de ça? C'est 2 fois xb moins x. Et là, vous avez oublié autre chose. Moins. Parce que moins. La dérivée de xb moins x à la puissance 2, c'est 2 fois xb moins x fois la dérivée de la quantité. J'ai failli, j'ai refait toute la démonstration.
فهمتوا هذا بقى؟ Donc c'est minus 2xb moins x. Et le tout égale un grand 0. Écoutez, j'ai 2 qui se simplifient avec 2, j'ai 2 qui se simplifient avec 2, et je vais garder x sur la racine de t carré sur x plus x carré fois 1 sur v1, moins qui est là, il va sortir ici, 1 sur v2, et j'ai xb moins x sur la racine de xb moins x au carré plus yb moins d, le tout au carré. Et le tout est égal à un grand 0. D'accord? Heureusement, on n'a pas effacé le schéma. Pourquoi? Parce que je vais chercher à remplacer ce x sur racine et je vais chercher à remplacer ce xb moins x sur la grande racine. Et donc, regardez, x sur la racine, c'est-à-dire ce segment sur ça, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc, c'est 1 sur V1 sinus de θ1, et je vais effacer ça pour libérer un petit peu d'espace, moins 1 sur V2, et c'est quoi? C'est quoi? xb moins x, c'est ce côté opposé, sur ça, c'est sinus de θ2, égale 0. Donc j'ai moins, je vais faire passer 1 sur V2 sinus θ2 de l'autre côté, et je vais avoir sinus de θ1 sur V1 égale à sinus de θ2 sur V2. Et donc on peut conclure que pour ce vacancier, le meilleur chemin, en appliquant le principe de Fermat, est qu'il puisse vérifier le rapport de sinus de θ2, sinus de θ1 sur sinus θ2, sinus de θ1 sur sinus de θ2 doit être égal à la vitesse V1 sur V. C'est ce que Fermat nous dit. Il faut absolument que ce monsieur puisse respecter cette condition pour qu'on ait le chemin le plus court et que le temps soit le minimum possible. Il faut absolument que le rapport des sinus θ1 sur θ2 soit égal au rapport des vitesses dans le sable sur la vitesse dans l'eau. Est-ce que c'est clair? Voilà pour la première question de cet exercice 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Bien. Alors, on nous dit dans une deuxième question, montrer que les lois de Descartes rendent compte de ce résultat. Automatiquement, quand on me parle de Descartes, ils me font voyager vers quoi? Là, je n'étais pas dans l'optique. J'étais dans un exercice typiquement, entre guillemets, mécanique. Un monsieur qui marche dans le sable, après il va nager, c'est mécanique, il marche avec les pieds, c'est une vitesse uniforme, donc il décrit un mouvement uniforme, à vitesse constante, avec origine égale 0, 0. Il va nager à vitesse constante pour arriver à un autre point. Avec vitesse constante, c'est juste un problème de cinématique classique, Haraklia. Maintenant, ils me disent, montrer que les lois de Descartes rendent compte de ce résultat. Descartes, c'est appliqué en mécanique ou là en optique? C'est en optique. Donc, ils me font voyager vers la partie de la physique qui s'appelle l'optique. Et c'est l'optique géométrique. Et Descartes, c'est quoi? C'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Nous n'avons pas sinus. Nous n'avons pas I1, nous avons θ1. Donc, ça va être N1. Mais je n'ai pas de N. J'ai des indices, j'ai des vitesses. Mais je sais que si, au lieu que ça soit le sable, j'ai un milieu transparent homogène, l'eau, c'est déjà un milieu transparent homogène. Au lieu de monsieur vacancier, j'ai un laser ou une lumière, je peux appliquer les lois de Descartes. Je peux penser aux lois de Descartes. Vous comprenez? Il faut que je remplace ce vacancier par une source lumineuse. En ce point, je ne dois pas avoir ce monsieur, je dois avoir une lumière. Et dans ce cas, la lumière va dans ce sens,
se réfracte dans ce sens. Et je sais que V1 est supérieur à V2, donc je peux imaginer, si au lieu que ce soit le sable, j'ai un milieu homogène d'indice N1, la mer, je vais supposer que c'est de l'eau d'indice N2, et je dois trouver la relation entre N1 et V1, N2 et V2. Mais je la connais, la relation. On l'a fait. C'est quoi? C'est que N1 égale à C sur V1 et que N2 égale à C sur V2. Et bien, ça y est, c'est fait. Donc, j'ai besoin d'effacer pour de bon. Je suis en train de traiter la deuxième partie de l'exercice, la question numéro 2. Donc, c'est la question numéro 2. C'est-à-dire si le sable est remplacé par un milieu optiquement transparent plus homogène d'indices N1 et N2, peut-être c'est toujours de l'eau, pas de souci. Mais le monsieur est remplacé par une source lumineuse. Eh bien, tout ça va me pousser à parler de quoi? Des lois de Descartes. Oui, maintenant je suis dans l'optique. Et donc, quel est le rapport de V1 sur V2 d'après cette expression? D'après ça, c'est quoi V1 sur V2? C'est N2 sur N1. Regardez, V1 sur V2, c'est N2 sur N1. C'est l'inverse. C'est inversement proportionnel. C'est N2 sur N1. Et je peux tirer la conclusion suivante, qui est sinus de θ1 fois N1 égale sinus de θ2 fois N2. Et c'est quoi ça? C'est tout simplement la deuxième loi de Descartes. Donc vous voyez, le principe de Fermat nous a permis de travailler un problème en mécanique et faire la transposition, ou ce qu'on appelle l'analogie, pour aboutir à quelque chose en optique. D'accord? Donc finalement, au finish, je vais avoir la relation que vous connaissez, N1 sinus de θ1 égale N2 sinus de θ2. C'est ce qu'on appelle loi de Snell-Descartes.